D'après l'Union nationale pour la prévention du suicide, 9000 personnes se suicident chaque année en France et 685 tentent de le faire. Avec 25 suicides par jour, la France possède un taux de suicide supérieur à la moyenne des pays européens. SOS Amitié, une ligne d'écoute qui existe depuis les années 60, dans son 13e observatoire des souffrances psychiques, a montré également que le sujet du suicide en 2022 était surreprésenté chez les jeunes de moins de 25 ans, qui le mentionnent en moyenne 3 fois plus souvent que les plus de 25 ans. Aujourd'hui, nous allons donc accueillir Sylvie Tête-Léonard, membre de l'association SOS Amitié, pour qu'elle puisse nous parler justement de l'importance de cette écoute permanente que cette fédération propose et en quoi celle-ci a pour objectif premier la prévention du suicide. Voilà, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Bonjour Sylvie. Bonjour Elia. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'association SOS Amitié. Mhm. Mais tout d'abord, j'aimerais bien que vous vous présentiez. Alors moi je m'appelle Sylvie Tête-Léonard, je viens de Limoges. J'ai 65 ans. J'ai fait un travail toute ma vie dans l'administration, mais je me suis toujours intéressée aux relations humaines. Et donc, quelques années avant de prendre ma retraite, j'ai voulu aller à SOS Amitié, justement pour écouter. Et depuis, j'ai développé un peu cette expérience jusqu'à devenir écoutante, présidente de l'association de SOS Amitié Limousin, en Limoges, et je suis administratrice à la fédération à SOS Amitié France à Paris. Est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer la création et l'histoire de cette association ? Alors c'est une histoire assez émouvante. C'est le révérend Chad Varat qui, à la suite de 2 expériences difficiles pour lui, une jeune fille qui s'est retrouvée enceinte, qui s'est suicidée, et un jeune homme qui avait perdu son emploi, et qui donc en Grande-Bretagne a créé un numéro, il a fait une annonce sur un journal, il y a appelé ce numéro 90.00, appelez ce numéro avant de vous suicider. Et il s'est installé avec sa femme, et donc il a créé ce premier poste. Et ensuite, le pasteur Casalis en France lui-même a développé différents postes en France. Et cette écoute est devenue, non seulement elle est arrivée en France, mais elle est aussi arrivée en Europe. Et il y a de l'écoute telle pratiquée à SOS Amitié un peu partout en France et en Europe. Pourquoi ce nom ? Alors, SOS Amitié, parce qu'au départ, SOS, c'était urgence. Les gens, ils appelaient dans l'urgence. Notre mission première, c'est la prévention du suicide. Les gens, au départ, je prends cette décision, je vais me suicider, mais avant, je vais appeler ce numéro de téléphone. Donc, c'est l'urgence. Et amitié, parce que derrière le téléphone, il y a une oreille, une écoute qui est là, qui accueille en toute bienveillance, en toute empathie, sans jugement, et qui accueille cette histoire qui est souvent toujours douloureuse. Voilà, c'est pour ça l'association des 2 mots. Parce que moi, à première vue, amitié, je me disais, est-ce que c'est pour les gens qui n'ont pas d'amis ? Et pas forcément pour les gens qui ont un désespoir, mais qui peuvent avoir un désespoir en étant entourés. Eh bien, c'est un petit peu d'ailleurs la question qui se repose, parce qu'à l'origine, amitié, justement pour les fondateurs, c'était ces valeurs d'accueil, sans jugement, d'empathie, de bienveillance. Voilà, une écoute amicale, c'était dans ce sens-là. Le mot maintenant est devenu amitié en tant je veux des amis. Maintenant, c'est comme ça qu'on évolue dans notre société, avec les followers, les likers, voilà, je veux des amis. Donc SOS Amitié, c'est pour avoir des amis. Mais à l'origine, c'était pas ça. Donc la définition vraie de SOS Amitié, c'est j'accueille ton histoire vraiment avec toute la bienveillance, sans jugement, sans a priori, vraiment. Mais je l'accueille et ensuite tu pars et on se quitte. Voilà. Êtes-vous une association affiliée à l'État français ? Alors nous sommes une association publique, loi 1901. Nous sommes donc une association qui peut recevoir des subventions et nous assumons une mission de bénévole. Et peut-on vous appeler partout en France ? Actuellement, il y a donc 54 antennes
et 64 postes. Alors l'histoire, c'est qu'avant, un poste est un poste de téléphone. Ensuite, pour simplifier un petit peu les choses, quand les associations se sont constituées, il y a une fédération qui s'est faite au-dessus, qui leur a permis d'ailleurs de se coordonner et d'aller dans le même sens. Nous recevons tous la même formation, nous communiquons tous de la même manière. Les valeurs de SOS Amitié, que vous soyez à Perpignan, Arras, Limoges, Poitiers, seront les mêmes. Donc oui, quand vous appelez SOS Amitié, vous appelez un numéro et un bénévole en France vous répond. Et est-ce que c'est toujours ouvert? Enfin, quels sont les horaires, les jours? Est-ce qu'il y a des temps où on ne peut pas appeler? Alors, l'association, dès le départ, c'est 24 heures sur 24. Donc, jour et nuit, jours fériés, les week-ends. De principe, on peut appeler toujours notre association. Quel que soit le moment, si c'est à 3 heures du matin, si c'est à 6 heures du soir, si c'est pendant la pause méridienne, si c'est à 4 heures du matin, on peut toujours appeler notre association. Et pourquoi avoir mis en place 3 dispositifs d'écoute? Le téléphone, le chat et la messagerie. Donc au départ, il n'y avait que ce moyen qui était le téléphone. Ensuite, avec le développement des nouvelles technologies, à partir de 2008, le chat et la messagerie ont été mis en place. Parce que les nouvelles générations utilisent beaucoup plus le chat et la messagerie que le téléphone. Et à quoi servent-ils respectivement? Est-ce qu'ils ont une fonction différente? Est-ce qu'on peut rentrer dans la même relation par un chat ou une messagerie que par le téléphone? Alors au départ, le téléphone, on a vu vraiment l'association a vécu les changements de la société et même, je pense qu'elle était presque en guetteur, en tant que précurseur de toutes les problématiques qui allaient arriver sur la société. Donc au départ, le téléphone, c'était des femmes dans les divorces, les violences conjugales, les hommes dans l'alcoolisme, la sexualité, plutôt des problèmes matériels. Ensuite, on a bien senti que les problèmes psychiques rentraient maintenant dans nos appels. D'ailleurs, ils représentent entre un tiers et la moitié. Qu'est-ce que vous entendez par problème psychique? Alors, problème psychique, c'est-à-dire que la prévention du suicide est la mission principale de SOS Amitié. Derrière, c'est la solitude, la dépression, les maladies mentales, les burn-out, les harcèlements, la difficulté de vivre le monde qui devient de plus en plus fébrile et qui donc accentue peut-être des fragilités, des fractures. Et le téléphone a donc, on a vraiment entendu toute cette société qui évoluait. Et ensuite, quand le chat et la messagerie sont arrivés, on a vu que c'était des adolescents, des préadolescents. Là, on a des jeunes à partir de 11 ans qui viennent sur les chats et la messagerie et qui nous racontent leur solitude. J'allais dire, pas l'indifférence des adultes, mais l'impuissance des adultes à leur donner suffisamment de sécurité. Ça, c'est vraiment un constat que l'on fait. Donc, on a plutôt une majorité de moins de 25 ans, ce qui n'est pas complètement... Enfin, on a des 35, 45 ans sur chat et messagerie, mais c'est plutôt des jeunes. Et au téléphone, ça peut commencer à partir de 25 ans. Avec la Covid, on a eu aussi des jeunes par téléphone. Et ça peut aller donc jusqu'aux personnes très âgées, dans les EHPAD. Voilà. On a vraiment... C'est très diversifié. C'est très diversifié parce que cette écoute, elle est généraliste. On n'est pas spécialisé dans une écoute sida ou violence. Voilà. On est vraiment une écoute complètement ouverte. Et on est, je pense, des seules associations à faire cette écoute 24/24 aussi. Question évidente mais toujours importante, c'est totalement gratuit? Alors c'est totalement gratuit. Voilà, nous sommes des bénévoles qui faisons ça gratuitement et les appels sont complètement gratuits. Ça, c'est très important de le dire parce qu'il y a des personnes qui ont profité un petit peu du système pour mettre en place des sites payants qui n'ont rien à voir avec SOS Amitié, mais qui prennent des formes de notre structure. Donc, SOS Amitié est complètement gratuit. Est-ce anonyme et confidentiel? Alors, le principe de départ, c'est que quand la personne appelle, c'est complètement anonyme et confidentiel. Nous recevons un appel sur un téléphone ou sur un clavier
Et nous n'entendons que la voix de la personne. Son numéro n'est pas du tout affiché. Et si elle ne nous donne pas des éléments de sa personne, on ne connaît rien. Quand on a raccroché, on ne sait pas... Des fois, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, parce que la voix peut changer, voilà. Donc, si la personne donne des éléments de son histoire, on le sait, mais autrement, on ne sait rien. Et cette histoire-là, nous-mêmes, nous ne la rapportons pas à l'extérieur. Dans notre formation, nous avons des partages avec un psychologue où nous retravaillons donc ces cas pour nous-mêmes améliorer notre écoute. Mais en tout cas, ces histoires-là ne sont même pas divulguées pour nous à l'extérieur. Oui, j'imagine qu'il y a une sorte de charte éthique des conditions d'écoute, on va dire, de l'association. Tout à fait. Et quelles sont-elles? Déjà, pour reparler de cet anonymat et cette confidentialité, pour moi au départ, j'expliquais aux personnes qu'on pouvait être autour d'une table et on commence à parler. Mais moi je dis voilà, je fais SOS Amitié. Alors, hier soir j'ai eu quelqu'un, il m'a parlé d'alcoolisme avec beaucoup de détails. Je peux imaginer qu'une personne est concernée par ce problème-là. Et si elle m'entend en train de parler de son histoire ici, dans une table, et voilà, elle va dire, moi, je ne veux pas appeler SOS Amitié, parce que voilà, ce que je veux parler, c'est confidentiel. Donc, il faut toujours partir de ce principe, pour moi, quand on est à SOS Amitié, qu'on ne divulgue pas d'histoire, des histoires. On peut généraliser. On dit, voilà, on parle de problèmes d'alcoolisme, on parle de problèmes de solitude, on parle de problèmes d'identité aussi, voilà. Mais surtout, on ne donne pas de détails. Voilà. Et la personne, qui appelle, elle est vraiment préservée. C'est notre charte, voilà, qui nous impose cette manière, cette réserve, qui à la fois est très importante pour SOS Amitié, et aussi, dans notre société de transparence et de tout dire, nous pénalise un petit peu. Parce que tout ce travail de l'intime, tout ce travail du cœur à cœur, tout ce travail de discrétion, qui est pour nous vraiment très important, dans notre société, comme on ne sait pas comment ça se passe, on a l'impression que ça n'existe pas. C'est un petit peu notre difficulté. Mais voilà, c'est juste pour expliquer que les fondements de nos valeurs sont très importants à respecter. Est-ce qu'il y a un temps maximum aux appels? Combien de temps peut durer un appel? Alors, si on ne répercute pas dans notre association l'appel, on prend des indicateurs, c'est-à-dire l'âge, le sexe, la thématique, ce qui nous permet ensuite de faire des statistiques. C'est ainsi qu'on a créé l'Observatoire de la souffrance psychique, qui est d'ailleurs utilisé, on en parlait, par l'État, par le ministère de la Santé, vraiment pour justement peut-être réfléchir sur des orientations, par exemple par rapport à la maladie mentale. Donc nous regardons les thématiques et les temps d'écoute dans nos statistiques sont de l'ordre de 20-25 minutes. Ça peut être plus long, ça peut des fois durer un peu plus longtemps, ça peut être un peu plus court. Voilà. En général, moi je dirais un appel, si vraiment l'écoute a été suffisamment bonne, si la personne a pu vraiment dire complètement ce qu'elle a vécu, une demi-heure, c'est vraiment un temps d'entretien qui peut être terminé ensuite et que la personne reparte avec ses ressources qu'elle a pu recontacter. Donc il n'y a pas de temps limite? Non. A-t-on le droit de joindre plusieurs fois SOS Amitié? Absolument. D'ailleurs, on a des personnes qui nous appellent régulièrement, on a des personnes qui nous disent s'il n'y avait pas SOS Amitié, il y avait longtemps que je me serais suicidée. On a eu des gens qui nous ont appelés jeunes et qui sont déjà à 70 ans et qui nous appellent. Et les gens régulièrement, ils sont seuls, ils appellent tous les jours, par exemple une fois par jour ou 2-3 fois par semaine. C'est un peu leur lien avec le monde à l'extérieur. Voilà. Et est-ce qu'on a le droit de demander quelqu'un en particulier au téléphone? Alors, non, en tout cas pas en France. En France, c'est très cadré. Quand vous appelez SOS Amitié, vous avez une voix aussi anonyme. Et la personne, l'écoutante, ne peut pas donner son prénom, ne peut pas donner des éléments qui la concernent. Ça, voilà, ça fait partie de la définition de notre écoute. C'est-à-dire
notre écoute, c'est pour que la personne explore son espace personnel. Donc, si on lui donne des éléments de nous, elle n'explore plus son intime, elle va avoir un échange avec l'autre personne. Donc ça, dans notre écoute SOS Amitié, c'est pas possible. Donc, nous ne pouvons pas rencontrer la personne physiquement et nous ne pouvons pas la voir, ni elle ne peut pas demander. En revanche, évidemment, que quelquefois, on entend des personnes qu'on a déjà écoutées. Bon, on évite de le lui dire. Pour nous, c'est toujours une nouvelle histoire. Pour que l'anonymat fonctionne, il faut qu'il soit des deux côtés, en fait. La personne peut tout nous dire. Elle peut même tout nous demander, à la limite. Mais nous sommes dans cette réserve-là. Nous sommes protégés par le cadre de la charte. Et vous avez dit que c'était en France, mais il y a d'autres pays qui fonctionnent différemment, alors? Tout à fait. Justement, j'étais en Irlande et j'ai été très étonnée sur les falaises de Malène, par exemple. Il y a SOS, avec leur numéro de téléphone. C'est un peu comme si sur la Tour Eiffel, il y avait SOS Amitié avec notre numéro de téléphone. Et là, les gens peuvent se rencontrer. J'étais même très surprise que quelqu'un, par exemple, qui passe des examens médicaux, que l'écoutant peut, l'appelant peut déposer son numéro et que l'appelant l'appelle 3-4 jours pour savoir si les examens sont bien passés. Alors ça, je tombe des nues, évidemment. C'est une autre forme d'écoute. C'est pas la nôtre. Mais voilà, c'est intéressant de savoir que ça existe différemment. Que d'autres formes existent. Voilà. J'imagine du coup que tout le monde peut vous appeler à n'importe quel âge. Tout à fait. C'est vraiment là où on voit dans nos statistiques, je dis on a des enfants, enfin pour moi des enfants à 11 ans, enfin je tombe un peu des nues, mais c'est comme ça. Et puis on a la mamie, le papy, 95, 98 ans, qui est dans un EHPAD et qui nous appelle parce qu'il est 19h, il vient de dîner et puis il a des insomnies et il voit que toute sa soirée va se dérouler tout seul. Oui, il y a vraiment une très très grande palette d'âges, de problématiques. Chez les jeunes, c'est vraiment retrouver un cadre, une structure et que l'écoute, ils sentent qu'il y a des adultes qui disent ok, ça c'est ok. L'écoute avec les jeunes est différente. Parce qu'on voit bien que les jeunes, ils ont besoin d'avoir des cadres, ils ont besoin d'avoir des adultes qui leur disent ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça ça c'est voilà. Il y a des choses qui nous sont dites et on dit c'est pas possible. Là il y a besoin que tu vives les choses différemment. Mais c'est pas aux mineurs de faire, c'est que c'est à des adultes de venir en aide à cette personne. Donc l'écoute, elle est vraiment un peu différente. Elle est moins passive. Elle est moins passive, ouais. Alors que l'adulte, il est dans un état d'élaboration de parole. En fait, l'adulte, il a besoin juste d'avoir un miroir. Il a besoin d'explorer. Et c'est ça que nous lui proposons dans notre écoute. Il explore son histoire avec ses mots, son vocabulaire, son rythme. Et nous mettons des petits éclairages sur ce qu'il est en train de dire, l'émotion ici, le sentiment. Voilà. Mais juste ça. Vous commentez avec les adultes, mais avec les enfants, vous avez le droit de donner des conseils? C'est aussi une réflexion que nous faisons à SOS Amitié, c'est-à-dire on voit bien que notre écoute est dans l'obligation d'évoluer pour les adolescents, pour ces enfants, oui. Et on leur propose d'aller dans la maison des ados, par exemple. On leur propose... Parce qu'on voit bien que... tu as vu une infirmière? Non, il n'y a pas d'infirmière dans mon collège. Et là, tu as eu... Enfin, quelquefois, mais c'est des histoires qu'ils nous racontent. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas d'adultes. Et qu'en même temps, ce sont les adultes qui les mettent dans cette situation. Donc, nous agissons un petit peu, j'allais dire, comme des grands-parents. Voilà, on dit... voilà. Et, parce qu'à SOS Amitié, il y a beaucoup de personnes âgées qui écoutent, il y a peu de jeunes. Alors quand je dis grands-parents, en fait, c'est-à-dire c'est une attitude d'écoute avec les jeunes en leur disant voilà le cadre, voilà comment ça se passe en vrai. En fait non, dans les écoutants, il y a de tout. On peut commencer, il y a des jeunes qui rentrent, ils ont des fois 21, 22 ans,
Et puis évidemment, il y a plus de personnes plus âgées parce qu'il y a les retraites et puis il faut de la disponibilité à SOS Amitié. Vraiment, il faut être très disponible. C'est assez exigeant comme formation et comme mission. Mais on a vraiment toutes sortes d'âges, toutes sortes de professions. Et c'est ce qui fait d'ailleurs cette diversité qui permet aussi que quand on fait la formation, d'avoir une richesse. Quand on fait nos partages, chacun échange sur ses écoutes et ça crée une énorme richesse, toujours par rapport aux fondamentaux et notre formation. Est-ce que vous pourriez un peu nous parler justement de cette formation ? Alors, si quelqu'un souhaite venir faire de l'écoute à SOS Amitié, il faut déjà qu'il ait la disponibilité, vraiment, sur du long terme. Vraiment, ça c'est vraiment essentiel. Et ensuite, qu'ils se sentent en capacité d'être dans la régularité. Parce qu'on n'est pas dans une association, alors c'est pas péjoratif ce que je dis, mais voilà, c'est comme ça, où on distribue des vêtements, de la nourriture, on va accompagner des jeunes, on se fait prendre sur un Facebook en photo, on a fait un événement, tout ça, et on revient. Nous, on ne sera jamais sur Facebook, sur les réseaux sociaux, en train d'écouter quelqu'un. On y va un petit peu, mais vraiment, il n'y aura jamais d'appel. Voilà, c'est très... Donc, il faut arriver avec déjà une structure personnelle où on sait qu'on va faire une mission en solitaire, en accueillant des histoires qui peuvent nous éprouver, et ensuite les partager dans un groupe, en confiance. Donc, il faut associer ces qualités. Nous faisons, quand nous rentrons dans la formation théorique qui est assurée par les psychologues, pour justement nous permettre de comprendre le fonctionnement de l'humain, dans ses émotions, dans ses sentiments, dans ses besoins, ce qu'il a besoin lorsqu'on écoute, ce qu'aussi ça apporte à la plan, ça c'est très important parce que si on pratique cette écoute, qui est un véritable travail, c'est pas du tout naturel, on pratique pas ça dans le quotidien, c'est vraiment lorsqu'on est à l'écoute SOS Amitié qu'on peut la mettre en place, donc c'est un effort, un apprentissage, et ça c'est un apport par des professionnels. Ensuite, donc, vous n'avez pas une formation de psy, mais vous avez une formation avec des psychologues. Oui, tout à fait. Et ensuite, nous rentrons dans la formation pratique qui est assurée par des bénévoles expérimentés qui sont, eux, formés justement à une certaine pédagogie pour faire les appels. On écoute des appels et ça demande, je dirais, une formation globale, c'est 70 heures à peu près. Ensuite, on rentre dans au moins deux mois de formation pratique, à écouter des appels et petit à petit à suivre un cursus. J'écoute, après je prends des appels avec des débriefings avec les formateurs, jusqu'à ce qu'on se sente suffisamment à l'aise pour prendre des appels seul. Donc c'est vraiment un processus d'apprentissage, non seulement pour apprendre cette pratique d'écoute, mais ensuite comprendre que ça nous transforme. Parce qu'on a des personnes qui disent « Moi, toute ma vie, j'ai été coaching, j'ai fait du relationnel, j'ai fait du... » Ok, sauf que nous, on arrive dans une écoute où il n'y a pas d'objectif avec la personne, on ne va jamais la re-rencontrer, on n'a pas de projet avec elle. Donc, c'est une autre forme d'écoute où il faut abandonner tout ce qu'on a peut-être mis en place avec les techniques d'écoute. Voilà. Et donc, revenir à quelque chose qui demande de l'humilité, de la patience, de la réflexion, de l'introspection, de la remise en question. Enfin, vraiment un travail intérieur, vraiment. Et une fois qu'on s'engage dans cette formation et qu'on l'a finie, on peut nous appeler à n'importe quelle heure. Comment est-ce que ça fonctionne, le travail au sein de l'association ? Alors, il y a un principe. Au départ, donc, il y a un poste d'écoute avec un téléphone. Ça, c'était donc, on venait dans ce poste. Au départ, 24 heures sur 24, les gens, ils avaient une clé. Quelquefois, ils rencontraient la personne qui avait écouté avant. Souvent, ils rencontrent la personne qui allait écouter après. On prend 4 heures d'écoute par semaine. Ça fait entre 16 et 20 heures par mois. Ça, c'était le principe. Donc, on arrive dans ce poste. On prend le temps de se préparer un petit café pour rentrer dans l'écoute. Parce que c'est pareil, c'est un petit rituel, il faut rentrer dans cette écoute. On s'installe devant le téléphone et à ce moment-là, on prend les appels. On prend les appels pendant 4 heures. Alors, bien avant, les appels, c'était plutôt des permanences. On arrivait. 1, il n'y avait pas beaucoup de téléphone. 2, c'était payant. Et 3, les gens qui appelaient en local ou en national, les prix variaient.
Donc oui, on avait des appels, mais les gens les écoutants avaient le temps quand même de se préparer un petit café. Voilà. Actuellement, nous recevons 3,5 millions d'appels par an nationalement. On peut en prendre environ 25%. Un appel sur 4, sur 5, sur 6, ça dépend des disponibilités. Vous voyez, en été, en ce moment, je pense que ça a baissé. On est 1900 bénévoles, mais tout le monde n'est pas en activité, parce que voilà, et maintenant, quand on écoute 4 heures, on écoute 4 heures, vraiment. Donc, vous pouvez écouter une jeune qui vient, ou un jeune qui vient de vivre une déception sentimentale. Ensuite, on peut basculer sur la mamie qui est dans son EHPAD et qui vraiment est profondément affectée parce qu'elle n'a pas pu amener son chat. On bascule sur un homme qui se fait harceler dans son travail. On bascule après sur une femme qui gère plus son ado. On bascule sur un jeune qui demande des conseils pour sa copine parce qu'elle a des idées noires. Enfin, voilà, on est vraiment dans une écoute. C'est très fort. C'est intense, on prend à cœur. Donc ces 4 heures d'avant ne sont plus les 4 heures de maintenant. Et donc ça demande, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un engagement à SOS Amitié, de comprendre ce que ça peut nous affecter. Et donc nous-mêmes, étant affectés, il faut aussi qu'on puisse déposer notre affect avec des psychologues, avec les autres. Donc nous-mêmes, on est en relation avec notre groupe. Et il faut faire confiance aussi aux autres écoutants quand on leur dépose notre histoire, notre découragement, notre affect, nos échecs aussi. On écoute nos interrogations et que les autres nous disent « Ah ok, tu les as vécus comme ça, ok. » Enfin voilà, on est nous-mêmes à ce moment-là, entre guillemets, un peu à plat. Les psychologues sont aussi là pour nous permettre de relativiser les choses, de remettre en place. Donc, c'est à la fois un investissement en présence, mais un investissement en mental. Donc, il y a des psychologues bénévoles pour les écoutants? Pas nécessairement bénévoles, ils sont rémunérés et nos subventions nous aident aussi à rémunérer ces professionnels. Donc, je disais au départ, donc, il y avait ces postes. Pendant la Covid, on a eu... Alors derrière, il y a des services, il n'y a pas que des écoutants à SOS Amitié. Il y a une logistique, une communication, une commission formation, une commission recrutement. Et il y avait un service informatique qui réfléchissait déjà à faire de l'écoute chez soi. Parce que beaucoup d'écoutants disaient, bah oui, la nuit, venir à 3h du matin, c'est compliqué, voilà. Donc c'était extraordinaire, parce que pendant la Covid, on a basculé, un tiers des écoutants à peu près, ont basculé en écoute à domicile. Donc, on peut faire de l'écoute à domicile. Je pense quand même que ça demande une expérience, parce qu'il faut vraiment cloisonner. Quand vous faites de l'écoute à domicile et vous écoutez des gens, et que ensuite vous quittez la pièce pour aller dans votre quotidien, c'est pas la même chose. Donc, pour moi, ça demande une certaine expérience avant de rentrer dans cette écoute à domicile. Mais ça a permis, pendant la Covid en particulier, à maintenir l'écoute, même à un très fort taux, et de pouvoir continuer aussi à faire des écoutes de nuit. Et j'imagine que les gens qui s'occupent du téléphone ne s'occupent pas du chat et de la messagerie en même temps. Alors, on est formé, de toute façon, pour l'écoute téléphonique. Pendant notre formation, on va aussi voir comment se passe le chat et la messagerie. Au bout d'un certain temps d'écoute par téléphone, on peut basculer en chat et messagerie. C'est pas la même écoute. D'abord, c'est sur le clavier. On s'adresse plutôt à des populations qui rentrent directement dans leur sujet. Nous, au téléphone, des fois, les gens arrivent, nous parlent de la météo, parce que c'est leur moyen de rentrer en communication aussi avec nous. En chat et messagerie, en général, les gens vont directement sur la problématique. Je suis en train de me scarifier. J'ai quelqu'un qui fait des choses sur moi, je ne sais pas quoi. Enfin, vraiment, directement, la problématique est posée. Et c'est un peu plus compliqué parce que, on ne sait pas qui c'est qui écrit. Un jeune, une fille, un garçon, l'âge, on ne sait pas. C'est vraiment... Donc, ça demande plus de concentration, beaucoup plus de, j'allais dire, est-ce que j'interprète bien ce qui est écrit? Est-ce que, voilà. Donc, c'est une écoute différente, qui est aussi riche que l'écoute par téléphone. Voilà, mais on n'est pas obligé d'y aller, mais ça fait partie aussi de SOS Amitié.
Et est-ce que dans la formation où les bénévoles peuvent se spécialiser dans quelque chose, dans certains types de questions, ou la formation est toujours la même pour tout le monde? Alors la formation est la même pour tout le monde, c'est une formation généraliste. Donc, ce que je disais, hein, elle est inspirée des travaux de Carl Rogers. Donc c'était un psychologue américain. Donc, qui, pour lui, le patient savait. Voilà, et ça c'est très intéressant, c'était plus lui en tant que médecin. Donc lui, il écoutait l'histoire. Et donc, on est un petit peu dans cette posture-là, on écoute, nous, la personne, et on suppose, enfin, on est convaincu même, que la personne, elle a les ressources pour vivre différemment son histoire. Donc nous, par notre écoute bienveillante, sans jugement, sans a priori, quelquefois silencieuse, on lui permet juste d'accéder à ses propres ressources pour qu'elle dise « Ok, je vais les utiliser ». On est vraiment dans une posture où on ne sait pas, nous, mais on permet à la personne de faire son propre chemin à l'intérieur d'elle. Et pour moi, il me semble que plus on est dans cette écoute-là, qui est très difficile, et plus la personne peut aller au plus profond d'elle et se dire, ok, à la fin, elle dit, des fois elle dit merci, mais des fois elle ne dit pas merci, mais on sent qu'il y a un silence et on sent que la personne a capté quelque chose en elle, qu'elle voit son histoire un peu différemment, qu'elle a pu faire son pas de côté et peut-être reprendre un peu le cours de sa vie différemment. C'est vraiment ça, cette écoute. Est-ce qu'on peut vous appeler quand on est en dehors de la France et qu'on est Complètement. étranger, mais qu'on parle français? Alors oui, c'est ça, il vaut mieux qu'on parle français, mais même on a des gens de la Réunion, de la Guadeloupe qui nous appellent, même des gens oui, qui sont à l'extérieur, qui disent ben voilà, je suis français, je suis française, je suis... on a des militaires qui appellent, voilà, qui sont... voilà, oui, il faut quand même parler bien parler français. Oui. Question peut-être un peu complexe, mais quand se décider à vous appeler en tant que personne? Est-ce qu'il y a des symptômes ou des comportements qui doivent nous alerter et justement nous décider à vous appeler? Alors moi je dirais que quand on a une histoire dans notre tête et on dit mais à qui je peux en parler? Et on regarde, ben non, ça va affecter mon conjoint, mes enfants, même mes amis, ils vont pas comprendre ce que je suis en train de traverser ou parce que je leur en ai déjà parlé et que je leur fais chier avec cette histoire-là. Donc les gens, à ce moment-là, ils appellent SOS Amitié. Voilà. Et parce que l'avantage à SOS Amitié, c'est que vous avez 1900 personnes qui vont peut-être écouter 1900 fois votre histoire. Peut-être. Mais grosso modo, c'est ça. C'est que des fois, il y a des histoires qui sont enquistées en soi et on a beaucoup de mal à faire surgir une autre solution. Donc puis, la répéter... les proches autour de nous n'ont pas forcément l'écoute adéquate. Complètement. Et non seulement l'écoute, mais l'affect. Ça, c'est quelque chose, si je me rends compte personnellement, c'est que quand l'autre qu'on aime a une histoire extrêmement troublante et déstabilisante, soi-même, selon qu'on est dans un statut de mère ou de sœur ou de frère, enfin, eh ben, c'est compliqué d'écouter. Vraiment, cette écoute SOS, la mettre en place, c'est sortir soi-même de soi. Voilà. Donc, les gens qui sont autour de nous, on les aime, on veut les aider, on veut les soutenir, on veut agir pour eux. Alors que l'écoute SOS, c'est toi qui agis, c'est toi en tant qu'appelant qui agis. Donc c'est compliqué Donc oui, dès que l'on sent qu'on a un questionnement, une interrogation qui nous affecte et qui nous déséquilibre, d'appeler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, ok, on va déposer son histoire, qu'ensuite on a raccroché, voilà, terminé. On peut revenir d'ailleurs et redire la même histoire à nouveau avec quelqu'un d'autre qui va nous écouter des fois un petit peu différemment, mais en tout cas toujours avec cette manière voilà, de bienveillance et de sans jugement. Et petit à petit, l'histoire peut se modifier. Et justement, peut-on appeler pour un proche quand on est concerné pour cette personne? Ben, moi, je dirais oui. Parce que, alors, écouter comme Carl Rogers, c'est être centré sur la personne qui appelle. Donc, oui, on a des gens, des jeunes, souvent, qui nous appellent, disent voilà, ma copine, mon copain, des idées noires, ok, d'accord. Bon, s'il y a besoin de renseignements pratiques, on les donne. Mais si on dit, mais toi, vous, comment ça vous affecte? Comment vous le ressentez? Qu'est-ce qui surgit en vous quand... Alors souvent, c'est l'impuissance, la vulnérabilité, le fait que... Voilà, vraiment... Et donc, la personne qui appelle pour quelqu'un d'autre
de pouvoir dire elle-même ce qu'elle ressent, ça lui permet d'être aussi au plus clair avec elle quand elle revient vers la personne et lui dire ça m'a affecté ce que tu me dis, mais maintenant je sens que j'ai pu dire pourquoi ça m'affecte et donc je peux peut-être t'aider. Vous voyez, c'est voilà. Oui, donc les bénévoles ont un vrai travail de sortir d'eux-mêmes pour permettre à la personne justement de trouver les ressources Complètement. en elle. C'est exactement ça. Vous avez parlé justement de, par exemple, donner aussi les bonnes informations aux gens, les Alors, réorienter. ça, c'est exceptionnel. On donne très rarement. Alors, on a des numéros de téléphone. Je sais pas, quelqu'un qui nous appelle pour une maladie, qu'on sent qu'il est un peu désemparé, on peut lui dire est-ce que vous avez appelé ce numéro ? Toujours avec un questionnement. C'est jamais un. Est-ce que vous avez fait cette démarche-là ? Voilà. Comme ça, au moins, elle dit ben non, je connais pas. C'est quoi ? Voilà, on vous donne juste ce numéro. Mais c'est exceptionnel. Et donc, vous ne posez que des questions ? Quand je parle de questions, c'est juste pour permettre à la personne à explorer toujours son espace. C'est jamais des questions d'enquête pour que nous, on sache l'histoire. C'est jamais des questions de dire ah bon, vous dites, alors j'invente, hein, vous dites que vous avez 3 enfants de 3 personnes vivants, mais comment ça se fait ? Enfin, jamais ça, jamais ce genre. C'est toujours qu'est-ce qui se passe dans votre vie ? Vous dites, si on reprend mon exemple, donc vous dites qu'avec ce père-là, ça s'est passé comme ça, avec ce père-là, ça s'est passé comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui lie ? Et la personne dit, bah oui, je vois bien qu'à chaque fois, j'invente, hein, j'ai peur de me faire abandonner. Ah, est-ce que vous pourriez penser que ces 3 histoires sont liées avec cette peur d'abandon ? Et la personne dit, bah oui, c'est possible. Voilà, c'est vraiment quelque chose où on est dans une exploration de l'espace de la personne. Et est-ce que ça arrive souvent de rencontrer plusieurs impasses ? La personne ne sait pas. Et comment elle peut faire quand elle est face à ces impasses-là d'elle-même ou elle est dans l'ignorance d'elle-même ? Alors évidemment, on a tous envie de dire, faites comme ça. Hein. Nous, on dit, qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là ? Comment vous vivez ça ? La personne dit, mais je me sens bloquée. Ah d'accord, vous vous sentez bloquée. Ok. Et on reste dans le silence. Parce que si la personne, elle est bloquée à ce moment-là, c'est que c'est son rythme. Si moi, j'arrive et je lui dis, mais faites comme ceci, faites comme cela, on l'oblige à passer un obstacle que peut-être elle n'est pas à même de passer pour l'instant. Donc, ce qu'on fait avec elle, on reste dans ok, ben là vous êtes bloqué, il semblerait qu'il y a quelque chose qui bloque. Et là, on lui laisse le temps d'y réfléchir. Et peut-être que c'est pas lors de cette écoute-là que ça va se passer. Ça sera peut-être dans une autre écoute. Voilà. Nous, on chemine avec la personne, on est à son rythme. Et si, moi j'aime bien aussi cette histoire, voilà, on prend le bras de la personne, puis on chemine avec elle, voilà. Puis à un moment donné, elle s'arrête. Ok, ben, peut-être qu'elle va reprendre le bras de quelqu'un d'autre et avancer avec une autre personne. C'est ça que j'aime bien dans cette écoute. C'est qu'en fait, c'est pas nous, notre ego, tout ce qu'on sait. Non, on est dans un continuum à SOS Amitié. On a la même formation, on a les mêmes interrogations, les mêmes partages, même si c'est différent dans toute la France. Grosso modo, c'est toujours la même chose. Et donc, on accompagne les appelants sur leur chemin à eux. Est-ce que dans votre formation, vous êtes formé à toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer ? Alors, parce que vous nous avez dit qu'elles étaient très variées. C'est ça, c'est aussi une des réflexions. Quand je vous parlais de la fédération voilà, a des commissions avec des groupes de travail. Et nous réfléchissons sur les modifications dans la société. Voilà, lorsqu'il y a eu les maladies mentales, comment on fait, nous, pour écouter les personnes qui se disent schizophrènes, qui se disent dans la bipolarité. Donc, on fait des formations, on essaye de comprendre leur environnement pour être moins surpris quand ils nous amènent des choses. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir tous les éléments de la maladie, hein. On n'est pas du tout des professionnels, rien du tout. Mais c'est-à-dire être moins surpris quand la personne nous parle de choses, on dit ok, vous vivez ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand la personne arrive, voilà, dit je suis schizophrène, je suis bio, ok, d'accord. Mais vous, aujourd'hui, comment vous vous sentez ? Vous, comment vous êtes ? Vous ? Nous, c'est l'histoire de la personne, c'est l'individu
que l'on écoute. La maladie est là, des fois elle est vraiment bétonnée, des fois c'est sûr, des fois c'est un paravent, et des fois il y a des fenêtres qui s'ouvrent et la personne peut parler d'elle, sa souffrance, sa difficulté. C'est ça que l'on écoute. Est-ce que la Covid a changé quelque chose au niveau des personnes qui vous appelaient ? Oui, on a eu, je pense, une amplification des problèmes psychologiques, psychiques. Alors quand je dis c'est vraiment la masse, hein, ça peut partir des maladies, mais ça peut aller aussi au manque de liens, à cette solitude hein, qui est vraiment très forte. Nos sociétés sont industrialisées, le prix à payer c'est cette solitude et on est très vite exclu en fait de la société. Si on est une personne âgée, si on est différent, si on n'a pas d'argent, si on est dans une corpulence différente, enfin vraiment. Et la Covid a fait parler beaucoup, en tout cas les appelants de ça. Et puis maintenant, on est quand même dans une période d'inflation avec des problèmes matériels. Problème aussi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, dans quel travail aller ou... Un éparpillement aussi, hein. Les applications, les réseaux, c'est super, hein, franchement, mais on voit bien qu'on est souvent déconnecté de notre quotidien, des autres. Hein. Je viens en métro aujourd'hui, tout le monde est sur son application. On attend, tout le monde est sur son application. C'est, je vais dire, même des personnes, je vais dire, de mon âge qui vont utiliser l'outil, mais je fais la même chose. Et alors j'essaye mais c'est tellement facile d'être connecté avec son appareil plutôt qu'avec les autres à l'extérieur. Et vous diriez qu'il y a eu un avant-après la Covid, ou est-ce que c'est redevenu, c'est revenu à la normale, ou est-ce que l'amplification était pendant et après ? J'allais dire que la Covid a juste mis peut-être plus à jour cette évolution de société, je pense. D'un seul coup, les gens se sont rendus compte d'abord, qu'ils avaient besoin de liens, que sans lien d'appartenance, l'être humain, il ne peut pas vivre, il a besoin d'un groupe social, que la Covid a montré que si je n'avais pas de lien avec ma famille, j'étais tout seul, voilà. Et donc, on avait dit plein de choses, mais en fait, notre société, elle avance très vite dans une certaine fébrilité, une espèce d'excitation. Alors, on peut le comprendre, hein, quand on s'intéresse un petit peu au cerveau, à l'humain, on comprend tout ça, la sérotonine, la dopamine, tout ça. Prendre du temps, être en lien avec les autres. Avant, c'était une obligation, j'allais dire. Si vous sortiez du groupe, vous mourriez. Maintenant, on a l'impression, on a l'illusion qu'on peut aller dans des tas de groupes, sortir de là. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et tous ces gens-là, un peu à la périphérie, la périphérie, qui sont de plus en plus nombreux, disent que non, l'être humain a besoin d'avoir un groupe où il se sent soutenu, où il se sent protégé et où il se sent identifié. C'est vraiment ça nos besoins fondamentaux. Donc nous, quand on écoute, la personne, elle sait qu'elle a quelqu'un d'attentionné qui lui permet d'exister, en tout cas dans l'oreille, et cette espèce de relation, c'est ce qui lui permet de retrouver ses ressources. Que se passe-t-il quand une personne qui vous appelle vous avoue une infraction ? Alors, selon où l'on est de l'entretien, on peut faire un rappel à la loi. Je veux dire, on peut. Ça dépend comment la personne dit les choses. Dans tout ça, je mets vraiment des conditions. On rappelle la loi. Mais à quel moment on le dit ? En tout cas, c'est pas au début. Hein, c'est vraiment à un moment donné. Et évidemment, ça aussi, ça nous questionne. Évidemment, qu'est-ce que je fais avec ça ? On ne sait rien. De toute façon, nous, on ne peut rien dire. On n'a pas aucun élément. Hein. Donc, on ne peut même pas... sauf si la personne elle insiste en nous donnant beaucoup d'éléments, mais ça, voilà, en général, on essaye de... Mais ça nous questionne d'autant plus que quelquefois, il peut y avoir des infractions très... Oui, et si la personne a commis un acte grave, est-ce que vous êtes dans l'obligation de prévenir les autorités ? Parce que peut-être que même si vous n'avez pas d'informations, l'appel peut être tracé, etc. Oui, mais est-ce que c'est vrai ce que la personne dépose au téléphone ? On ne sait pas. C'est toujours la question. Ça peut, mais ça peut ne pas l'être. Et comme on n'a pas d'informations, ce que l'on fait, c'est qu'on en parle en interne
Et en général, la présidente peut signaler, enfin dire voilà ce qui se passe à la fédération, on a eu tel appel, voilà, en disant okay, voilà. Mais on ne peut pas savoir. Nous, ce que les gens nous racontent, ça peut être de l'ordre de l'imaginaire, ça peut être de l'ordre du réel. Mais ça peut être, je pense, très dur pour un bénévole, même s'il ne sait pas si c'est vrai ou faux, d'entendre une histoire, que la personne ait commis un acte grave et qu'elle ne doit pas faire quelque chose si, par exemple, on parle de meurtre ou de viol. Alors évidemment, c'est très dur pour le bénévole, mais si la personne parle de ça, c'est que quelque chose déjà se passe en elle. Peut-être que la personne va justement aller se dénoncer ou aller faire quelque chose. En tout cas, cette parole, si déjà elle est déposée, c'est que quelque chose se transforme. Alors, le bénévole peut être perturbé, mais savoir que quelque chose est déposé pour que l'appelant fasse quelque chose, ça aussi, il faut en être convaincu, nous. Et est-ce que l'écoutant a le droit de dire à la personne vous pourriez aller vous dénoncer, ou est-ce qu'elle doit toujours essayer de rester dans une écoute passive? On est dans une écoute active, on n'est pas dans une écoute passive. C'est très important, ça veut dire que nous, lorsque la personne nous parle d'une émotion, d'un sentiment, de quelque chose, on lui repose. Vous venez de dire ça. La personne parle d'un acte, on lui laisse parler de cet acte, voilà, de manière silencieuse. Dans un certain moment de l'échange, il est possible de lui dire là où on en est de notre échange. Est-ce que vous pensez aller vous dénoncer ? C'est plutôt comme ça, toujours. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire ceci ? Est-ce que vous avez envisagé ? Toujours être là. C'est la personne qui... C'est pour ça que je dis des fois, c'est une écoute un peu difficile. Je vous ai posé une question, j'imagine, sur les minorités, comme nous avons dit. Et quelles sont la majorité de vos appels, quelles sont les problématiques qui reviennent le plus souvent ? Alors, les maladies psychiques, physiques, on va dire même psychologiques, la solitude, alors, très souvent la solitude, les problématiques matérielles maintenant, et puis nous, très très tôt, mais il y a longtemps, la confusion des genres, les gens qui ne savaient pas dans quelle identité ils sont, et moi j'ai été personnellement très surprise d'écouter certaines choses que je ne savais pas, que je ne connaissais pas. Et d'où vous parliez de formation, je me suis dit, mais il faut vraiment que je m'intéresse à ces personnes-là. Vous n'étiez pas du tout formée pour ça. Mais voilà, donc moi, je me suis mise en contact avec des personnes comme ça, pour voir vraiment comment... Ça m'a permis d'être moins surprise et d'avoir des associations aussi, alors elles qui sont spécifiquement pour voilà, les transgenres, les opérations, tout ça, viennent aussi nous faire des formations. Et toujours dans l'idée, ok, ce que vous me racontez, vous le vivez, je vous crois. On part toujours, même si des fois ça peut être... Nous, on les croit, les personnes. On vit, et donc on écoute leur histoire pour être moins surpris par ce qui est dit, même si ça sort de nos représentations mentales. C'est ça, c'est qu'on est obligé de sortir. Vous étiez un garçon, vous devenez une fille, et vos parents vous ont rejeté. Voilà. Donc on explore ça. On ne se dit pas, voilà, on dit, ok, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Et on en est là, oui. Et ça, c'est... Je dirais que pour ça, SOS Amitié, vraiment, on a écouté la solitude des jeunes, des étudiants, de la pauvreté, de la précarité des étudiants, mais ça fait longtemps qu'on écoute ça, nous. On voit bien la difficulté des jeunes qui, ils se sentent... un peu abandonné, oui, c'est vrai. Très bien, Sylvie, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose ? Eh bien, moi, je dirais que s'il y a des personnes qui veulent venir faire de l'écoute à SOS Amitié, vraiment, je les engage à venir expérimenter cette écoute. S'ils sont curieux de l'être humain, de l'intime de l'être humain, de toutes ces questions qui tournent autour de la relation, du vrai, de l'authentique, des valeurs qui nous soutiennent, de nos besoins fondamentaux aussi. On a vraiment des besoins fondamentaux et
intéressant de les voir, et pour soi et pour les personnes qui nous appellent. Oui. Merci beaucoup Sylvie. Merci. Voilà, c'est déjà la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous invite, si jamais vous en ressentez le besoin, à appeler SOS Amitié au 09 72 39 40 50.